Bonjour Philippe Tabarly. Bonjour Alex Boyaguet. On commence avec le crash de cet avion dimanche qui a fait 11 morts à Tomblaine, près de Nancy. L'appareil est tombé subitement, s'est écrasé à 300 mètres de la piste. Les enquêteurs sont sur place. Est-ce que vous avez des éléments nouveaux sur les causes de l'accident ? Écoutez, on a eu l'occasion de se rendre sur les lieux du drame avec Laurent Nunez dimanche dès que l'accident est survenu. C'est un drame humain, vous l'avez rappelé, un drame également qui n'était pas arrivé depuis une trentaine d'années sur l'aviation légère. Et puis, voilà, des familles qui sont endeuillées, qui étaient pour la plupart présentes, puisqu'il y avait eu plusieurs vols déjà dans la matinée. Nous avons, en plus de l'enquête pénale habituelle, saisi le bureau d'enquête, le fameux BEA analyse qui intervient dans ce genre de situation, qui a un vécu par rapport à ce qui peut se passer, et notamment pour pouvoir faire parler que ce soit probablement le moteur ou la tour de contrôle dans les relations que les uns et les autres ont pu avoir, parce que cet accident, pour tous les spécialistes, semble pour l'instant assez inexplicable. Inexplicable. Est-ce qu'on peut par exemple écarter une piste, celle de l'acte de malveillance ? Écoutez, jamais cette piste n'a été évoquée lors de notre présence avec le ministre de l'Intérieur. Je n'écarte rien, mais sincèrement, je pense qu'il faut laisser les spécialistes travailler, à la fois le parquet qui a été saisi et puis les enquêteurs du BEA qui sont de vrais spécialistes et qui essaieront le plus rapidement possible de donner des explications dont les familles ont bien sûr besoin. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs hypothèses, une défaillance technique, une erreur humaine, des éléments naturels, un oiseau qui viendrait se prendre dans le moteur. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a une piste qui est privilégiée ? Non, ce qui est très bizarre, je vous l'ai dit, c'est qu'il y a eu déjà plusieurs vols à la fois pendant ce week-end, le samedi, le dimanche matin également. C'était le dernier vol de la matinée. Ce sont des baptêmes qui se font assez régulièrement dans différents endroits dans cette région et même en France, et je vous l'ai dit, ce sont des accidents très rares. On a pu en répertorier uniquement à la fin vers 1997 et vers 1987 également, qui ont pu faire autant de morts sur cette aviation légère qui est plutôt sûre en général. Est-ce qu'il peut aussi y avoir un impact de la météo ? Il faisait très chaud dimanche, 36 degrés près de Nancy. On sait que les températures peuvent avoir des incidences, rendre un avion moins portant. Le pilote a aussi pu faire un malaise. Aucune piste n'est exclue à ce moment. Vous avez vu que les enquêteurs ont travaillé toute la nuit de dimanche, également toute la journée de lundi, que la carcasse a été enfin enlevée et que maintenant elle va pouvoir être analysée. Un dernier mot sur ce qu'a dit le président de la Fédération française de parachutistes. Il a estimé que par des températures pareilles, mettre 5 tandems dans un Pilatus, un Pilatus c'est la marque de cet avion, c'était une pure folie, je le cite. Écoutez, c'est son avis. Je ne suis pas suffisamment spécialiste de la question. Ce que je sais, c'est que l'entreprise qui opérait ces baptêmes de l'air était plutôt reconnue, était contrôlée régulièrement. Et donc, il n'y a pas une mise en cause particulière de cette entreprise à l'heure où je vous parle. Mais comme je l'ai dit, je reste très prudent. Il y a une enquête judiciaire, il y a une enquête du BEA et l'enquête parlera. La France respire à nouveau, mais lors de la canicule, ce sont 10% des trains SNCF qui ont été supprimés chaque jour, soit 1500 trains sur 15 000 habituels, en raison de la vétusté du matériel, de la surchauffe des systèmes de climatisation. Comment ça se fait qu'en 2026, les trains ne sont toujours pas adaptés à des températures extrêmes ? Parce qu'il n'y a jamais eu, depuis 200 ans, en gros, que les chemins de fer, comme on dit, existent, des températures aussi importantes qui ont fatigué, bien sûr, les infrastructures, qui ont fatigué le matériel. C'est devenu pratiquement un défi humain, un défi logistique, un défi technique de faire circuler des trains avec une température aussi élevée. Donc, il a fallu s'organiser au niveau des opérateurs. Je rappelle que le pays n'a pas été bloqué, ce qui a pu être le cas pour certains pays européens. Pour autant, il y a eu des situations difficiles, des réductions de plans de transport, vous l'avez justement dit, un certain nombre de retards, des situations un peu difficiles. Si on regarde dans le détail, par exemple, les rails, on voit qu'ils se déforment lorsqu'ils sont soumis à des températures dépassant les 60 degrés. On sait que ces épisodes caniculaires vont se répéter de plus en plus. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut changer tous les rails de France ? Écoutez, il faut rénover, régénérer
régénérer, moderniser notre réseau ferré. Je mène une bataille depuis que je suis arrivé dans ce ministère pour porter une loi qui a été votée au Sénat, qui était à l'Assemblée nationale en commission hier, pour qu'on puisse augmenter le niveau d'investissement sur le réseau. Vous savez, ce n'est pas très populaire, ça n'intéresse que pendant ces périodes et après, ces questions de financement des infrastructures retombent un petit peu dans l'anonymat collectif. Non, nous avons aujourd'hui des investissements chaque année à hauteur de 3 milliards environ. Il faut les monter rapidement à hauteur de 4 milliards et demi. C'est l'objet de la loi que je porte à l'Assemblée nationale. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire changer les rails, ça veut dire aussi changer les caténaires, hein, ces câbles électriques, et dès qu'il fait trop chaud, ils se détendent ou ils se rompent. C'est régénérer, c'est moderniser, c'est ce que vous venez de dire, notamment en augmentant pratiquement de 50% la régénération à travers les crédits que l'on va pouvoir mettre supplémentaires, qui sont des crédits que nous allons récupérer, notamment des péages des concessions autoroutières, et c'est quelque part la route, ou en l'occurrence l'autoroute, qui va financer les infrastructures ferroviaires. Un mot aussi sur la climatisation. Le gouvernement a financé 30 000 climatiseurs pour les hôpitaux. Est-ce qu'il faut faire la même chose dans les transports en commun, voire climatiser l'ensemble de ces transports en commun? Écoutez, la climatisation a été un débat qui s'est posé il y a quelques années. Il a été pratiquement tranché puisque l'immense majorité des trains sont climatisés. Les derniers matériels avec du retard vont arriver, que ce soit le TGVM, que ce soit les rames oxygène pour les intercités. Et il y a encore des progrès à faire, bien sûr, sur tout ce qui touche aux bus et aux cars qui ne sont climatisés que pour 50% environ, parce que certains avaient dit une certaine période que ce n'était pas nécessaire. On voit par rapport à la situation actuelle qu'il faut le faire. Il y a une nouvelle canicule qui se profile à partir de la semaine prochaine, qui pourrait coïncider avec les grands départs pour les vacances d'été. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que la SNCF supprime à nouveau des trains ? Alors écoutez, il y a un plan de transport important pour ce week-end, puisque vous l'avez dit, ce sont les premiers grands départs en vacances pour ceux qui ont la chance de pouvoir en prendre. Il y aura environ 1 million de personnes qui vont circuler en train. Ce sont 2000 TGV. Vous avez vu que le plan de transport, vous l'avez dit, avait été allégé un petit peu cette semaine pour que les matériels puissent tenir, notamment ces 2000 TGV sur ce week-end. Parallèlement, il y a des départs également au niveau de l'aérien. Et puis, je réunis cette semaine les autoroutiers pour préparer les déplacements sur les routes nationales, sur les autoroutes, puisque je rappelle là aussi que ça va être entre 5 millions et 8 millions de personnes qui vont prendre la route. Mais est-ce que, sur les trains, est-ce que certains Français, à cause de la chaleur, puisque ça peut se répéter, pourraient se retrouver sur le carreau? Non, alors vous savez qu'il y a la possibilité pour ceux qui le souhaitent de reporter, d'annuler, de changer maintenant gratuitement, ce qui est une des mesures que nous souhaitions. Conseillez ? Non, je ne le conseille pas. En cas de changement, bien sûr, ils peuvent le faire gratuitement. C'est ce qu'on avait demandé à la SNCF qu'il le fait. Ça me paraît indispensable. Et si vous le permettez, justement, certaines personnes vont partir en vacances, mais d'autres vont travailler, notamment dans les transports. Donc, toutes les personnes qui vont être mobilisées sur les routes, sur les autoroutes, sur les tarmacs des aéroports, sur les cheminots, dans les gares, ceux qui surveillent le réseau, je voudrais avoir une pensée pour eux et les remercier pour ce qu'ils font pour les transports dans notre pays. Le Conseil d'État a validé hier l'autorisation environnementale de l'A69. Cette autorisation a été contestée par notamment les écologistes. Ça veut dire que les travaux vont reprendre sur ce segment autoroutier de 53 km entre Toulouse et Castres. Vous répondez quoi à LFI pour qu'il, le Conseil d'État, entérine le déni climatique en pleine canicule ? Non, le Conseil d'État s'est prononcé en droit, a reconnu la raison impérative d'intérêt public majeur pour ce projet qui a passé toutes les phases, que ce soit la première instance et le tribunal administratif de Toulouse qui avait rejeté cette raison impérative d'intérêt public majeur. Ça a été ensuite jugé par la Cour administrative d'appel, puis le Conseil d'État. Les procédures se sont déroulées dans le droit, je tiens à le dire. Aujourd'hui, cette autoroute est autorisée. Vous savez, l'autoroute et la route se décarbonent beaucoup, on le voit à travers l'électrique. J'ai annoncé il y a quelques jours ici même qu'il y aurait dans les années à venir, dans les 8 ans qui viennent, 30 000 bornes qui allaient être installées pour électrifier de manière massive notre parc automobile par rapport au plan du Premier ministre. Donc on voit qu'il ne faut pas monter les modes de transport les uns contre les autres. J'ai parlé du rail, du fer, du chemin de fer. Je parle également de l'autoroute. Et puis ce projet est emblématique aussi
de notre capacité à quand même, dans notre pays, pouvoir continuer à faire des grands projets d'infrastructures, qu'ils soient routiers, autoroutiers ou ferroviaires. J'ai deux dernières questions qui vous concernent davantage sur Éric Ciotti qui a déposé plainte contre vous à la suite d'une altercation le 15 juin dernier. Selon le maire de Nice, vous l'auriez menacé, je cite, de le faire disparaître en lui envoyant des Géorgiens. J'ai menacé personne. Ça veut dire quoi? Je crois sincèrement que nos chicayas niçoises n'ont rien à faire dans le débat aujourd'hui avec la gravité des sujets qu'on traite. On a eu une discussion, on se connaît depuis longtemps et c'est pas ma manière de faire. Je ne menace personne. Et bon, vous entendez mal à l'évidence. Ça, c'est plutôt le cas. Je ne l'ai pas choisi dans ses choix politiques de proximité avec le Rassemblement national et j'ai cru comprendre qu'il m'en voulait pas mal. Juste dernier point, vous n'avez pas été investi, sauf si je me trompe, par les Républicains pour les sénatoriales en PACA. Je n'étais pas candidat. Vous ne serez pas candidat? Non, je n'étais pas candidat au moment où la commission d'investiture s'est décidée. Je verrai la décision que je prendrai, mais sincèrement, j'ai d'autres choses à traiter aujourd'hui que mon élection sénatoriale de septembre prochain, aussi importante soit-elle pour les habitants de mon département que je salue. Mais je m'occupe des affaires de transport dans le pays et j'ai beaucoup à faire. Merci beaucoup Philippe Tabarot. Bonne journée.